Bon, les gars, à la base, on avait prévu un truc un peu plus sérieux pour cette semaine. Et puis Moss est arrivé avec une sacrée idée de merde. Et en fait, on s'est dit, vas-y, on le fait. Vas-y, on le fait en podcast. Alors, comment ça va, Moss? Et ensuite, explique ton idée. Eh ben écoute, ça va très bien. En fait, l'idée, j'explique. Il y a quelqu'un qui m'a contacté. C'est quelqu'un que je connais très bien. Et qui m'a dit, c'est une jeune femme. Rends à César ce qu'il y a à César, c'est Amélie Menu. C'est Amélie, elle m'a dit, voilà. Ouais. On discutait avec le rédac chef de Radio Courtoisie. Et comme je suis dans une période de ma vie où voilà, je vois le printemps qui bourgeonne dehors, j'ai envie de voir un petit peu comment on peut faire pour se faire draguer en tant que femme. Et il m'a dit, bah écoute, va lire dans un parc. On a discuté de quels étaient les meilleurs bouquins pour se faire draguer dans un parc. Voilà. Et du coup, j'ai dit à notre cher hussard ici présent, est-ce qu'on ferait pas une liste de lecture pour se faire pécho dans un parc. Voilà. Est-ce que c'est pas un sujet totalement dans l'esprit du temps, tu vois, dans la saison, dans tout? Tout à fait. Tout à fait. Et je suis complètement d'accord. Et je vais commencer avec ce podcast avec une très très bonne anecdote qui va nous faire un lien parfait vers l'instant promotion que nous aimons bien caler à la fin des introductions. Ah non. Puisqu'en fait, je sais déjà qu'il y a un couple qui s'est rencontré dans mes abonnés parce que je sais plus si je crois que c'est elle qui était en train de lire Pays réel. Et lui, il a reconnu la couverture de loin. Il est venu lui parler pour lui demander ce que ça valait. Et ils ont engagé la discussion comme ça. Voilà, dans un parc justement. Donc voilà, je pose ça là. Là, Giberne, peut-être que vous pourrez trouver l'amour avec ça. Ou peut-être avec Roger Scruton chez Karma, on sait pas. Mais en tout cas, ça marche. Ça marche, c'est validé. Eh ben écoute... Donc, bah, elle est no fake, hein, cette histoire. Ouais, hein. je suis 100% no fake. Je trouve ça impressionnant. Après, quelque part, en fait... Moi, c'est aussi ça qui est intéressant à mon avis avec le petit jeu des choix de bouquins et autres, c'est que c'est un moyen de repérer les gens qui ont les mêmes goûts que soi en fait, tout simplement. C'est bon. Exactement. Ah putain, le mec il a sauté à la conclusion. Bon, voilà, à la semaine prochaine les gars. non, mais on a des trucs à dire entre les deux. Peut-être petite minute promo du coup, puisqu'on va être dans un thème très séduisant, hein, on va pas se mentir. Moi, j'ai envie de vous parler de Sexual Desire, a Philosophical Investigation, je vais y arriver. Le mec publie des livres, il n'arrive pas à donner le titre, hein, c'est quand même incroyable. Pardon, excuse-moi. Le désir sexuel, une enquête philosophique de Roger Scruton. Et donc ce livre-là, qui est en précommande sur la page Tipeee, que peut-être le hussard pensera à mettre en description de ce podcast, si jamais il y pense. Peut-être tu le demandes, peut-être que tu le demanderas cette fois-ci. Hein. Alors, parce qu'en fait, il faut savoir un truc, c'est que vous voyez les podcasts qui sortent à l'heure et tout, mais vous voyez pas le back-office derrière, les coulisses incroyables. Moss Mayorov qui m'envoie des fichiers pas finis, avec 2 jours de retard, enfin des trucs comme ça. Vous imaginez pas dans quelles conditions je travaille, et après je me fais engueuler parce que j'oublie de mettre un lien vers une campagne de financement pour un truc qu'on m'a pas rappelé et qui n'est même pas mon propre business. Je sais pas si vous voyez le niveau de quand même d'irrespect que je me mange dans la gueule. Aïe, c'est dur, hein, c'est dur la vie. Bref, je reviens sur lui en fait, Roger Scruton. Donc qu'est-ce qu'il nous dit d'intéressant là-dedans? En fait, c'est une enquête sur qu'est-ce qui fait que la sexualité peut avoir des frontières en termes de moralité. Et il s'intéresse en particulier à la question du visage dans la sexualité, en expliquant que certaines formes de sexualité en fait nous connectent à l'autre parce qu'il y a un visage pour l'autre, alors que d'autres formes de sexualité, par exemple les fétiches, ne nous connectent pas à l'autre parce que le visage n'existe pas. Et donc c'est toute une réflexion sur, en gros, pour lui, je vous fais vraiment la version post-it du livre, la sexualité est morale lorsque il y a une altérité, et cette altérité prend la forme d'un visage. Voilà, donc je vous ai teasé ça, c'est un bouquin qui fait quand même 400 pages et quelques dans sa version d'origine, donc probablement plutôt 500 dans sa version française. C'est épais, 600, vous allez en avoir pour votre argent, vous pouvez le précommander sur Tipeee pour l'instant, et voilà, soutenez cette traduction parce que c'est un gros morceau. Alors, attends, et ça mérite d'être traduit. Je t'interromps un peu parce que moi j'ai été contacté par des gens. Il y a des gens, je crois, ils pensent qu'on bosse vraiment ensemble au sens où Karma c'est une boîte où j'ai des participations parce qu'ils m'écrivent pour me poser des questions sur Karma. Donc j'ai eu des gens qui m'ont écrit cette semaine pour me demander s'il restait des exemplaires, tu sais, collector. T'en avais parlé un peu, la belle édition de Scruton. Est-ce qu'il en reste encore ou pas? Est-ce que tu peux faire rêver les gens en leur disant alors, il en reste 12, il en reste 4, tu vois, un truc comme ça? Attends, je vais regarder la page en même temps pour te dire exactement à l'instant où on enregistre. Ce qui n'est pas forcément... Moi, se fact-check lui-même. Je me fact-check moi-même.
Alors, sans subvention, mesdames et messieurs, incroyable. Ceux qui sont en prix réduit, les duos pour les plus rapides, il en reste 11. On en avait mis 180 quand même. Hein. Donc, les frérots, dépêchez-vous là. Dépêchez-vous les frérots. Peut-être quand ça sort, il n'y en a plus. Hein. Le temps que je Et le tirage limité, il en reste 39. On en avait mis 50. Donc ça part quand même assez vite. Ah, mais il en reste. Mais ça part. Donc voilà, vous pouvez y aller. Et, bougez-vous. Et on est en train de discuter justement avec le metteur en page Thomas sur la partie en gros comment on va faire pour que ce soit la version la plus géniale, etc. On part sur du grand format, il y aura des marges généreuses, on va vraiment faire tous les trucs aux petits oignons. Quoi. Tu sais, c'est un truc qui me frappe moi quand je prends des éditions genre du 19ème, des trucs comme ça, c'est à quel point t'avais de la place dans les... Putain, tu peux garer ton Audi dans la marge de ton bouquin, tu vois, c'est terrible. J'ai pas d'Audi, bon gueulez pas dans les commentaires, hein. Tout va bien. Ouais, c'était un écolo bobo, toi tu vis dans un centre-ville et tu prends le métro, arrête de faire semblant. Voilà, exactement. Non, mais moi j'ai pas de bagnole, donc comme ça, le truc il est résolu. Et ouais, c'est bien que si vous arrivez à faire une belle édition avec des marges et tout. C'est un truc, moi j'essaie toujours aussi à la Giberne de proposer le meilleur équilibre là-dessus, en laissant le plus de marge possible. Et en même temps, on est tenu par la question de la taille du bouquin, du prix du papier, du prix de l'encre. Faut pas que le livre soit plus épais qu'un certain format, sinon les frais de port. Enfin, tu connais. Ouais, je connais. Les galères. Voilà. Après, là, franchement, l'idée, si tu veux, c'est que comme c'est un format entre guillemets hors tarif, etc. C'est un peu nos limites, tu vois. On peut se permettre des trucs qu'on pourrait pas se permettre sur le format grand public où vraiment faut qu'on fasse gaffe à la marge de tout, tu vois. Voilà. Qu'est-ce qui se passe de beau à la Giberne ? Parce que je crois qu'il y a une sortie de livre. Alors, on en a parlé la semaine dernière, mais peut-être. Il y a eu une sortie de livre, ouais, ça s'est bien passé. C'était une sortie qui a été timide au début. Après, les gens ont vraiment bien joué le jeu, donc vraiment c'est top. On a des bons chiffres de vente. Ça, c'est aussi une histoire de péchotage, parce que il y a quand même une intrigue sexuello sentimentale au cœur de ce bouquin. Donc voilà, c'est une autre façon d'aborder. Alors là, c'est pas abordé avec des bouquins, c'est plutôt abordé dans des espèces de boîtes interlopes du Paris des années 2040. Voilà, faut le savoir. Hein. Voilà. Donc vous avez une autre ambiance, une autre vision de la sexualité. Alors là, si tu veux, il y a de l'altérité. Mais il y a surtout des cunilingus. Voilà, donc si tu veux, c'est une autre façon de voir le truc. Alors évidemment, si vous êtes plus prude, si vous voulez des histoires d'amour plus romantiques, etc., vous avez aussi le reste du catalogue. Vous avez les Saint-Esprit, vous avez dans les bibliophiles, il y a aussi des choses comme ça, même dans Pays Réel, il y en a un peu. Donc voilà, vous avez largement de quoi faire, vous êtes dans le spectre du possible, il n'y a pas de problème. Et puis encore merci à tous ceux qui sont procurés les bouquins, notamment Objectif 23. Vous pouvez le prendre, la promotion est finie, mais voilà, le livre il est toujours dans le catalogue, il vous attend, et franchement on a les premiers retours des lecteurs qui sont bons, voilà, donc ça fait toujours plaisir. Tu sais, je sais pas si t'as ça aussi, mais il y a vraiment le moment où toi t'as travaillé sur le bouquin, tu sais qu'il est bon, enfin tu te dis c'est pas possible, je m'en serais aperçu s'il y avait un problème, tu vois, à ce stade, mais t'as pas encore la confirmation, tu vois, la preuve par la pratique, et quand tu commences à l'avoir au début, c'est quand même très réconfortant quand tu vois les avis 4 étoiles, 5 étoiles qui commencent à s'accumuler, ça fait plaisir. Donc écoute, voilà, on est très content. Je crois que l'auteur est content aussi. Et puis voilà. Donc on peut peut-être embrayer sur le générique. Qu'est-ce que t'en penses ? Générique. Bon, et ben mon cher Hussard, voilà. Alors, on est parti d'un problème qui est quand même super concret. C'est donc une jeune femme qui a besoin de trouver un être aimé, un être cher, et qui compte sur un moyen fort peu coutumier de notre époque, à savoir malheureusement le parc et la lecture. Et donc on peut imaginer plein de jeux rigolos. Alors bien sûr, il y a des livres particulièrement, entre guillemets, sexualisés dans leur couverture. Moi, je m'étais imaginé, par exemple, dans les propositions que je m'étais fait dans ma tête, s'il y avait, par exemple, On ne badine pas avec l'amour. Putain, mais t'es tellement vieux jeu, parce que moi j'étais dans la tête, il y avait déjà l'attrape-cœur et je me disais putain, mais quelle idée de merde, tu vois. Et en fait, je me suis dit en fait, non mais il faut y aller à fond. Tu prends 50 Shades of Grey, tu vas à balle, tu vois. En fait. Mais c'est quoi la strat alors ? Comment ça marche ? Alors, moi j'ai pas d'avis arrêté sur la question, si ce n'est que
si on prend vraiment l'exemple un peu archétypal, c'est-à-dire la petite meuf littéraire qui cherche un mec un peu littéraire et un peu intéressant, tu vois, on a des gens qui sont un peu déjà en rupture avec l'époque, c'est-à-dire que c'est pas des homo TikTokus, tu vois, il y a quelque chose d'un peu plus vivant là-dessous, tu vois. Tu veux dire qu'ils peuvent passer environ 5 minutes sans scroller? Ouais, c'est ça. Ils peuvent avoir un truc bizarre qui s'appelle une discussion. Tu vois, en fait, ils peuvent échanger, être justement dans l'altérité, tu vois, dans le visage, tout ça. Voilà, il peut se passer quelque chose. Si tu veux, là, moi, je pense que à ce moment-là, c'est quasiment perdu d'avance. Parce qu'en fait, genre, le mec qui est dans cette catégorie-là, il aura jamais les baloches d'aller aborder une meuf, même si la meuf lui plaît de fou, même si elle lui fait des œillades, et même si elle lit un super bouquin sur lequel il a trop envie de discuter, il n'osera pas aller aborder, tu vois. Donc je pense que déjà, il y a quelque chose de compliqué. Alors on va faire abstraction de cette difficulté absolue, et on va imaginer quel serait le livre qui maximiserait les chances d'arriver quelque chose. Donc tu pars quand même sur un postulat que le littéraire moyen n'est pas un tchad capable d'aller draguer une jolie fille sur un banc. Je pars du postulat que le littéraire moyen est un Cyrano. C'est-à-dire qu'en gros, il a tout l'arsenal pour draguer. Il peut tout à fait faire un plan de drague pour un autre, mais pour lui-même, il est nul. Tu sais, c'est le truc du cordonnier qui est le plus mal chaussé. Je pense que vraiment, c'est terrible. Parce que tu sais, c'est des gens qui sont sensibles aux mots, à ce qui a été dit, au discours ambiant, etc. Et on a tellement un discours qui décourage les hommes d'aborder. On a tellement presque criminalisé le fait d'aborder. Il y a quelques années, on avait quand même une secrétaire d'État qui voulait criminaliser les regards. Enfin, tu vois. Et en fait, on sait très bien que cette règle, elle est pensée pour empêcher une certaine communauté dans le métro qui embête les jeunes femmes, mais en fait, dans les faits, mais ça marche pas. Mais ça marche pas. Et l'effet pervers, c'est que ça décourage des mecs bien d'aller tenter leur chance là-dessus, parce que déjà que la peur du râteau est très très forte. Si en plus on dit que t'es un criminel de guerre, tu vois, limite t'es jugé à la haie, il y a un problème en fait. Voilà. Bah ça c'est sûr que c'est un vrai problème. Enfin. Sur le truc, c'est vraiment le problème de base qu'on retrouve partout en fait. C'est-à-dire que ça décourage les gens que ça devrait pas décourager, et ça ne change rien aux mecs qui sont déjà toxiques et qui vont pas faire les choses correctement en fait. Parce que ils écoutent pas de toute façon, ouais. Concrètement, la fille moyenne dans un parc se faire aborder par un type qui le fait de manière un peu fine, un peu élégante, pas comme un énorme lourdeau, et qui, si jamais elle lui met un petit râteau, comprend que bon, peut-être qu'il n'y a pas trop besoin de forcer, ça la dérange pas plus que ça. En fait, ce qui la dérange, c'est justement soit l'énorme lourd, soit le gars qui veut pas comprendre, soit le mec qui a un physique tellement repoussant que en fait c'est non, mais il a pas envie de le comprendre lui-même, tu vois. Enfin, c'est plutôt ça les problèmes habituels. Tu sais, moi je pense un truc. Je pense que quand t'es un mec et que t'es très beau, d'une certaine manière, ce que tu dis dans ce genre je dis pas pour avoir une relation longue, mais pour aborder une meuf et pas te faire jeter comme une merde, t'as pas besoin de dire grand chose, parce qu'en fait finalement ton physique parle pour toi. Et quand t'es un mec très laid, mais que t'es très charismatique, parce que ça existe aussi ça, tu vois, des mecs qui sont vraiment chums mais qui ont un charisme, une présence de zinzin, et ben en fait c'est encore plus simple, c'est-à-dire qu'ils ont même pas besoin de parler en fait, genre leur présence déjà dit quelque chose. Donc en fait c'est le combo du mec qui a pas de culture, qui est pas beau et qui a pas de présence. C'est vraiment le mec qui est le pauvre sur les trois plans, qui est vraiment le plus emmerdé quoi. Enfin c'est une porte ouverte à ce que je t'enfonce là. Ouais, après, moi je crois quand même que si tu veux, il y a en fait, la parole te permet de mettre à l'aise l'autre, parce que en fait, le point de départ, normalement, d'une interaction qui se passe bien entre deux types un type et une meuf plutôt, dans un parc. oh putain, le coming out le plus express de l'histoire. Non mais en fait, ce qui est le moment où en fait ça détend l'atmosphère, c'est le moment où en fait les deux reconnaissent qu'ils sont tous les deux dans un exercice un peu stressant. Ouais, tout à fait. En gros, au début, le type il frime un peu, tu vois, il fait genre non, mais lui il a l'habitude, il fait ça tous les 4 matins. La meuf, elle fait un peu genre non, mais moi on me drague trop, j'en peux plus. Et puis en fait, il y a un moment où cette espèce de double narratif de la tromperie s'effondre sur une sorte de reconnaissance commune que ouais bon, allez, avoue-le, on te drague pas tous les 4 matins. Ouais, ok, mais j'avoue, mais seulement si tu me dis que toi, tu le fais pas tous les jours non plus. Ouais, ok, c'est vrai. Bon, et là, normalement, tout va bien, tu vois, c'est le moment où, les deux peuvent souffler un peu plus, et puis ça peut se transformer dans une discussion un peu plus intime, etc. Et donc, dans cette réflexion-là, je pense que, tu vois, le choix du bouquin, c'est en fait le truc qui peut être suffisant pour
signaler qu'il y a quand même un peu de profondeur. Tu vois, c'est pour ça que 50 Shades of Grey, à mon avis, est pas le bon choix. Parce que... Oui, d'accord. Ok, oui. Là, il y a de la profondeur, mais pas celle qu'on entend quand on dit profondeur. Là, ouais. Parce que là, pour le coup, tu rates toute une partie de ce qui pourrait rapprocher les gens. Tu vois. C'est-à-dire... Alors, il faut pas prendre un livre trop clivant à ce moment-là. En fait, il faut mieux prendre un classique de la littérature plutôt que tu prends pas Guérilla de Laurent Burton si tu veux pour aller lire au parc en fait. Tu sais, le mec il y va avec un t-shirt avec des croix celtiques et tout, l'enfer, tu vois. Le couple de zinzin. Après, ça peut faire une folie à deux très marrante. Hein. Enfin, je veux dire, moi je soupçonne que Tatiana Ventose, quand elle s'est fait draguer dans une convention de la fête de l'UMA par son mec, ils étaient tous les deux en train de lire du Bakounine, tu vois. Enfin, je veux dire, il a dû se passer des choses rigolotes. Ouais, c'est possible. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, c'est un truc intéressant, c'est ce que j'appelle la stratégie du vrai catholique. En gros, c'est un truc que j'avais théorisé quand j'étais étudiant. C'est en gros, si tu rencontres quelqu'un en soirée et que tu lui dis ah, j'aime trop Game of Thrones, tu vois, ce que c'est à l'époque, c'était la hype de Game of Thrones, et ben en fait, ou j'aime bien le Seigneur des Anneaux ou n'importe quoi, en fait, t'as rien dit parce que tout le monde aime ça en fait, ou au moins un minimum, tu vois. En revanche, si tu dis ah ouais, moi je suis catholique et je suis pratiquant, et ben en fait, comme ça représente 4-5% de la population, en fait, si jamais t'as un match là-dessus, il est beaucoup plus fort et c'est un truc qui est beaucoup plus solide, tu vois. Et en fait, tu peux aussi choisir de prendre un texte qui te représente vraiment et qui est comment dire, peut-être pas archi clivant mais un petit peu clivant pour que ça fasse un peu du tri et que ça élague le champ des gens qui pourraient venir t'aborder, tu vois. Après, est-ce que ça marchera, ça c'est une autre question. Bah, moi je trouve que non, en fait je pense que je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que si tu prends un truc qui est tellement classique, tellement vu et revu que en fait tout le monde l'a déjà lu, ou alors typiquement un truc de lycée, tu vois, enfin ok, bon, ça fait pas très sérieux, ça fait pas très profond, etc. Ouais. Tu prends un truc un petit peu niche, tu vas déjà trier un petit peu les gens, ça c'est sûr, et en plus, dans l'espèce de petit jeu que j'ai mentionné précédemment, tu vois, ça peut rajouter aussi une sorte de petite tension où tu dis ah bon, mais quoi, tu connais vraiment toi ce bouquin-là? Et tu vois, tu peux totalement à la fois genre challenger le type qui vient de t'aborder pour que soit il se dégonfle en disant mais non mais en fait non mais ok, je suis pas venu pour le bouquin, en fait je suis venu parce que je t'ai trouvé mignonne, machin. Tu vois, tu pourrais imaginer soit un truc comme ça. Ce qui est une strat hein, d'ailleurs. C'est une strat de jouer carte sur table comme ça. En vrai, tu peux, si t'as du charisme, c'est le moment où tu peux rafler la bise quand même. Hein. Ouais, bien sûr. Ça se peut. Hein. Voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est beaucoup plus intéressant qu'effectivement, c'est sûr que si tu lis Le Petit Prince, bon, tu passes pas pour. Enfin, je veux dire, c'est pas la meilleure manière de se distinguer, quoi. Mais tu sais, le truc qui serait incroyable, ce serait une meuf qui serait en train de lire genre du Monterland, tu sais, genre Les Jeunes Filles ou Pitié pour les femmes, tu sais. Alors là le débat qui arrive, il est goldé. Là, franchement, les mecs, si vous allez dans un parc et vous voyez une meuf en train de faire ça, franchement, je pense que vous êtes bien, vous avez quelque chose à tenter. En revanche, la vérité, c'est que assez souvent, tu sais, un peu dans le prolongement de cette espèce de guerre des sexes qu'on te met en place, c'est un narratif médiatique, hein, parce que en réalité, tout le monde est un peu perdu dans le domaine de la séduction en permanence, et du coup, bref, c'est un autre débat. Et en fait, si tu veux, on dit aux femmes qu'il faut surtout lire des autrices. Déjà, quelle horreur ce mot, mais on leur dit qu'il faut lire ça. Et puis surtout, en fait, si tu veux, elles ont tendance à se recentrer sur des espèces de textes un peu militants, soit des trucs des essais sur le féminisme, soit des trucs, tu sais, l'espèce de marotte gauchiste du temps, les Annie Ernaux, les espèces de merdouilles un peu comme ça là, même un peu Marguerite Duras, enfin ce genre de trucs. Et en fait, je trouve que c'est très dommage parce que en fait, quel genre de mec va avoir envie d'aborder, si ce n'est ça pourrait être un mec qui a vu les vidéos du Hussard et qui veut clasher, tu vois, c'est possible, mais je pense pas que clasher soit forcément une meilleure strat d'approche, quoi. Ben, en fait, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen de se choper le fond de tiroir des gars qui essayent de passer pour des mecs gentils à défaut d'avoir autre chose à proposer. Ah ouais, je crois que c'est vraiment un peu le pire truc que tu peux faire, effectivement. Je pense que Duras, c'est pas la pire dans le style, tu vois. Non, c'est pas la pire. Je me dirais qu'effectivement, tu vois, genre l'amant, dans un parc, machin, ok, ça peut
ça peut peut-être donner une petite connotation érotique sans trop forcer. Enfin, je sais pas. C'est peut-être pas le pire choix. Après, c'est vrai que c'est quand même l'histoire d'une blanche qui vend son cul à un riche chinois, si tu veux. Donc en fait, oula, dérapage raciste dans un podcast à une heure de grande écoute. Non mais c'est littéralement le pitch du bouquin. C'est bonjour, mon cul est à vendre. Bonjour, j'ai beaucoup d'argent. Voilà. Et tu vois, il y a enfin, je sais pas si c'est vraiment une basse scène pour une relation, si tu veux, parce que c'est quand même un peu particulier. Bah, à tout dépend à quel degré c'est lu, tu vois. Enfin, Ouais, non mais bien sûr. Tu vois, à limite, il faut mieux lire ça que lire Lolita, tu vois, par exemple. Là, je pense qu'il y a. Oui, alors là, voilà. pour le coup, enfin, à moins d'attirer Daniel Cohn-Bendit, si tu veux, je sais pas très bien ce qui va se passer. Le parc va être en émoi là. Non, mais par contre, je pense qu'effectivement, enfin, toutes les marottes féministes, c'est sûr que une nana qui est sur un banc en train de lire du Titu Lecoq. Putain, j'ai oublié qu'elle existait. Enfoiré, tu m'as rappelé qu'elle existait, quoi. Ça me donne pas trop envie d'aller lui parler, tu vois, de base. Ouais. Bon. Après, comment on peut peut-être retourner le problème aussi dans l'autre sens. Ça serait quoi le plus énorme red flag pour un mec qui serait en train de lire sur un banc? Mets-toi dans la peau d'une nana qui essaierait de la... Ah oui, d'accord, je pensais que t'allais me dire quel est le plus énorme red flag pour un mec, c'est-à-dire que tu vois une meuf lire ça et tu veux pas y aller. Tu vois, non. Toi ta question c'est si t'es une imagine meuf qu'on renverse la question lire... de départ, que c'est pas une femme qui essaie de se faire draguer, mais que c'est un mec qui a envie de se faire draguer par des femmes. Alors je ne sais pas si ça existe. Ça se peut pas, ça se peut pas. Genre la meuf, enfin moi que tu sois Leonardo DiCaprio et tu veux, il se met pas sur un banc dans un parc en train de lire un bouquin, si tu veux, tu vois. Voilà, lui il va en boîte de nuit et voilà. Mais en fait si tu veux, ouais, bon, alors là vraiment on fait de la SF dans la SF, hein, c'est-à-dire qu'on imagine, on imagine une meuf qui a besoin de draguer, enfin et qui a besoin d'aller chercher un mec qui est en train de lire un bouquin. Donc c'est vraiment, là c'est une autiste d'une catégorie très particulière, tu vois. C'est la folle du bus en fait, tu vois. Il y en a une en France. Alors, si vous êtes cette meuf et que vous écoutez ce podcast, on compte sur vous pour laisser un commentaire. Voilà, on veut savoir. Et puis racontez-nous les meilleures anecdotes sur vos dragues de parc et tout. Mais en vrai, j'arrive pas à imaginer. Attends, qu'est-ce que tu pourrais... c'est une question d'enculé en plus. Question d'enculé. Qu'est-ce que tu pourrais lire Putain. Tu cherches le meilleur truc ou le pire red flag? Ouais, commence par le pire red flag, c'est plus marrant, je pense. Parce qu'en fait, si tu veux, en fait, tous ceux qui ont été en couple un minimum dans leur vie et sur des durées assez longues savent que, en fait, dans un couple, chacun, d'ailleurs ça a été bien étudié en psychologie, etc. Chacun met de l'eau dans son vin et en fait sur le temps long, tu deviens un peu une moyenne permanente des aspirations de chacun. Donc c'est pour ça que tu finis par t'intéresser à des sujets qui t'emmerdaient au début et que des traits de caractère qui t'énervaient chez l'autre, soit ils t'énervent plus, soit l'autre personne les a changés, tu vois. Dans un couple, ça se construit comme ça. Mais en fait, au début, par contre, à l'état de nature, si je peux dire, je pense que la meuf, elle a des idées, en fait, bon, elle a des idées centre-gauche, elle a des idées un peu vaguement néo-féministes, et je pense qu'en fait elle va chercher simplement des mecs qui s'intéressent un peu à ces sujets-là aussi et qui vont... en fait, du coup, il y aura une prime à celui qui fait du signalement de vertu en lisant une espèce de merde vaguement néo-féministe, tu sais, avec des couvertures, souvent ils les mettent en violet. Je sais pas si t'as capté ça, genre Ouais, j'ai vu ce code couleur, ouais. Ouais, putain, c'est horrible. Déjà, en fait, je fais un arrêt cardiaque quand je vois ça. Mon sens du beau se rebelle, tu vois, quelque part. Qu'aurait dit Roger Scruton on ne sait pas. Donc tout ça pour dire que effectivement, je pense que c'est ça vers lequel la meuf serait la meuf un peu lambda serait portée. En revanche, je pense que c'est un red flag absolu, parce qu'en fait, le mec qui dit ça, soit il est homosexuel. Soit c'est un énorme renard rusé qui lit ça juste pour essayer de faire le miel pour attirer, tu vois, pour que ça vienne se coller sur lui. Soit c'est un mec qui est un peu barjot dans sa tête, quoi, parce que je veux dire, si tu lis un bouquin qui est littéralement conçu pour t'insulter et te rabaisser en tant que mec, c'est compliqué d'après d'avoir une virilité bien construite et d'avoir une personnalité équilibrée, quoi. Donc quelque part, c'est le truc qui va attirer la meuf, mais c'est un red flag. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ouais, ça répond totalement à ma question. Je suis d'accord avec toi en plus. Enfin, franchement. Heureusement, ouf. Moi, j'aurais tendance à dire que typiquement, peut-être des classiques, pas forcément de niche absolue, mais tu vois, des trucs un peu
intermédiaire entre c'est connu, mais en même temps c'est pas non plus très répandu, du genre Giono, peut-être du Hanoi, des trucs comme ça serait plutôt des green flags, tu vois, de dire bah ouais en fait c'est un gars qui il lit, bon c'est pas des trucs tu vois, genre on sait même pas ce que c'est. Si tu lis Ferdi Durk, moi je comprends que tu te fasses pas aborder, tu vois, il y a un moment ça marche pas. Ouais. Oui, c'est vrai. Les âmes fortes de Giono, ouais, ça peut passer, je pense. Ouais, en fait, si tu veux, après, t'as aussi le côté où tu peux lire un poche, bien sûr, un truc ou même un texte récent, tout ce que tu veux, mais si tu lis une vieille collection blanche Gallimard, il y a le côté chineur aussi. Le mec qui allait chercher le bouquin, peut-être, on sait pas, soit au Puce, soit chez les bouquinistes, soit dans je sais pas où c'est un trésor de famille ou un truc comme ça. Une fois dans un parc, j'ai vu un mec, je l'ai pas abordé, hein, no homo, mais j'ai vu un mec qui lisait les bouquins des années 70, tu sais, ou même encore avant 60, 50 et tout. Où tu coupes les pages là. Ouais, du coup, là, donc il avait un coupe-papier. En fait, faut expliquer à ceux qui connaissent pas. En fait, en gros, à l'époque, on imprimait, mais on coupait pas le haut des pages. Donc, en fait, quand tu lisais un livre pour la première fois, tu devais couper les pages avec un coupe-papier pour les séparer de la page d'avant de la page d'après. Et donc, en fait, on pouvait très bien savoir si un livre avait déjà été lu ou pas, parce qu'en fait, fallait ouvrir toutes les pages une par une. Et en fait, j'avais vu le mec, il avait une vieille édition et apparemment qui était sortie d'usine, pas coupé, quoi. Voilà, exactement. Et donc, en fait, il était avec son coupe-papier à côté. Il était habillé old money et tout, tu vois. Donc, je pense qu'il était, il était dans un RP, tu vois. Mais c'était une vieille collection blanche Gallimard, mais c'était un titre pas connu, c'était pas du Camus ou du Hemingway ou je sais pas quoi, c'était vraiment un auteur un peu tu sais, du cru, collection blanche années 50, enfin tu vois, c'était sûrement très intéressant, voilà. Donc peut-être que vous pouvez vous faire un petit roleplay. Bonjour, je m'appelle OSS 117 et je suis à Paris en 1950, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire, je sais pas. Et du relier cuir, tu le mets où? Est-ce que c'est un red flag, le relier cuir? Alors, est-ce que c'est un relier cuir de chez Carmin, édition limitée Roger Scruton, tu vois, c'est la question qu'on peut poser aux gens. non, mais dans l'absolu, en vrai, parce que tu vois, en fait, je sais pas, il y a des tas de... Moi, je suis toujours épaté parce qu'il y a des tas de gens qui ont l'impression, tu sais, qu'avoir un bouquin relié cuir, c'est toute une montagne, alors qu'en fait, en occasion, t'en trouves un paquet pour moins de 5 euros, je dirais. Enfin, allez, 10, si vraiment tu... Oui, tout à fait. Bon. Tout à fait. D'ailleurs, tu sais, moi j'ai un partenariat depuis longtemps sur le Hussard avec une librairie indépendante qui fait du beau livre comme ça qui s'appelle Agathos. Vous pouvez retrouver le lien sous toutes les vidéos de la chaîne. J'en parle pas si souvent, mais en fait, en vrai, ils font du super boulot. Ils sont très sympas et tout. Et en plus, vous avez un petit code de réduction avec le Hussard, voilà, 10%. Et en fait, tu peux aller voir sur leur site, il y a vraiment pour tous les budgets. C'est-à-dire que t'as des très belles éditions du 19e ou du début du 20e qui sont à 10 balles. Donc là, vraiment, c'est le prix d'un poche. Hein, donc à un moment, faut pas se plaindre. Et puis par contre, si tu veux monter dans des trucs plus rares et tout, bah t'as des trucs à 200, 300, je crois même encore plus que ça si tu veux. Mais donc en fait, oui, le relier ça coûte pas cher et ça présente bien. C'est chiant à transporter cependant. Donc tu peux le mettre en bundle avec une petite sacoche en cuir ou un petit truc comme ça. Si il faudrait créer le tote bag. La Giberne. Tu sais que j'y pense sincèrement. C'est faire du merch un peu dessus. Je me demande si ça intéresserait des gens en fait. Est-ce qu'il faudrait pas faire un design qui ressemblerait à une Giberne? Oh putain, oh le brain, oh là là, grosse idée. Oh le maître esprit. Bah oui, en fait le problème c'est que si tu veux, après si tu pousses la logique jusqu'au bout, il faudrait faire des vrais gibernes estampillés hussards, donc il faudrait un artisan cuir et tout, mais c'est pas un goodies à ce niveau-là, tu vois. C'est un investissement en fait. Voilà. Ouais, j'avoue. C'est compliqué. Donc écoute, la forme du livre a aussi son importance parce que si tu lis un petit poche à 10 balles, tu te positionnes pas sociologiquement exactement comme si tu lisais une vieille collection blanche ou un relier. En fait, si tu veux, dans le premier cas, t'es un mec normal, dans le deuxième cas, t'es à l'Action française. Donc tu vois, si tu veux, il y a un marqueur social qui est différent. Après, tu peux aussi être dans un parc à Neuilly ou parc Monceau avec des gens qui sont relativement fortunés. Voilà, c'est peut-être ça. Hein. Alors tu sais, imagine, t'es dans un parc, t'attends l'assemblée générale des actionnaires de Air Liquide et tu fais voilà, j'ai que ça à faire, je lisais du Lamartine en version reliée. Mais pas sûr dans la vie, la plus-value et Lamartine. En fait, si tu veux, c'est le mec, un mec simple et équilibré, tu vois. Mesdames, allez l'aborder, hein, lui vraiment, il a l'air incroyable. Non mais tu sais, c'est marrant parce que j'ai habité des années à côté du parc Monceau et en fait, à part des joggers, j'ai pas vu beaucoup de gens finalement lire dans ce parc. Il y en a un, mais j'en ai pas vu tant que ça. En revanche, putain, le Luxembourg, parce que j'ai habité aussi le jardin à côté du Luxembourg à Paris, qui est là où il y a le Sénat, hein, pour ceux qui connaissent. C'est un hub. Pas trop réparti. Ouais, exactement. Alors là, en plus, t'as la Sorbonne à côté, donc c'est un nid à étudiantes.
je te jure, là, c'est vraiment le terrain de chasse est maximal. En fait, t'as des touristes, des étudiantes et des pick-up artistes. En fait, si tu veux, le terrain est miné, quoi. Voilà. Bah, je crois que c'était là, pour un le coup, t'as des gens qui disent. Léo de chez Les Philogines, sa chaîne YouTube s'appelle. Oui, oui, bien sûr, oui. Qui, oui, c'est vrai. Qui draguait beaucoup là-bas. Et je Ouais. crois même l'avoir croisé une fois ou deux de manière complètement pas prévue. Enfin, tu vois, juste comme ça, quoi. Ouais. Moi j'étais fan de ces vidéos où il allait draguer des meufs en imitant Alain Soral et à la fin il avait quand même leur numéro. Et ça c'était quand même génial en fait. Ouais, j'avoue qu'il avait fait des formats parfois, c'était très créatif et c'est vrai que ça manque. Enfin, ça manque. Je sais pas si ça manque, mais en tout cas, c'est vrai que ça a amené un peu de fraîcheur dans un paysage qui à l'époque était quand même très anxiogène. Où globalement, aller parler à une nana que tu connaissais pas, c'était limite 50 tôles direct, quoi. Enfin, ouais, ça c'est vrai et c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'en fait il est arrivé vraiment à un moment donné où en plus il s'en est pris plein la gueule parce qu'il y avait des articles sur lui et tout. À l'époque j'étais pas du tout sur YouTube donc j'avais suivi ça comme un simple spectateur de très loin, mais j'étais assez choqué de la violence. Et en même temps, tu sais, à l'époque on essayait de te pousser un mec qui a complètement, enfin j'ai l'impression qu'il a complètement disparu depuis. Il s'appelait un mec qui s'appelait Ben Never, je sais pas si tu te souviens de il ça. Il existe encore, ouais. mais c'est le mec le plus déconstruit de français de Navarre, c'était terrible en fait. Oui, t'inquiète, il existe encore. J'ai même croisé il y a pas si longtemps les ignobles couvertures roses de son livre où il explique comment il se déconstruit. Terrible. Déchéance totale. Là. Ouais. Ah oui, non, en fait, si tu veux, c'est horrible parce que ça joue sur un côté un peu nihiliste d'une part des jeunes hommes aujourd'hui. Et en fait, au lieu de les tirer vers le haut en leur disant il faut se prendre en main et faire quelque chose de sa vie, etc., on te les enferme dans une espèce de cocon à merde dont les gardiens, les matons, devrais-je dire, sont des mecs comme ça, quoi. C'est assez terrible. Mais le fait qu'il ait pas tant de succès que ça me rassure un peu quand même sur l'avenir du monde. À un moment, ça avait l'air de plutôt pas trop mal marcher, mais je veux dire, clairement, c'est un gars qui a eu une promotion qui était maximale de tous les trucs subventionnés. Enfin, globalement, moi j'ai l'impression, si tu veux, tu as quand même une sorte de boussole qui est relativement facile. Tu découvres à chaque fois qu'il y a des phénomènes un peu spontanés, typiquement sur tout ce qui est séduction. Les types commencent à se refiler des astuces entre eux, ils discutent de ça entre eux, etc. Ça devient le masculinisme, ça devient un espèce de truc absolument gravissime. Et bizarrement, j'en ai encore vu un passer il y a une semaine sur YouTube. T'as des gens qui sont payés par le CNC pour faire des reportages là-dessus. T'as des articles de presse qui sortent à droite à gauche. Ouais. Enfin, tout de suite, d'un seul coup, on met les moyens, il y a du cash qui arrive pour bien dire partout que ah non, c'est pas possible, c'est pas bien. Mais c'est ça que les gens comprennent pas, c'est qu'en fait une subvention c'est rien de plus qu'un détournement de fonds publics légal. C'est littéralement la définition la plus honnête qu'on peut donner d'une subvention. Donc en fait, mais j'en avais parlé dans une vidéo il y a longtemps où j'avais expliqué le principe avec le CNL, le Centre National du Livre. C'est un peu le petit jumeau maléfique du CNC. Oui, c'est ça. Ah, c'est la même chose, c'est pas les mêmes budgets quand même. C'est parce que le CNC il te file 700 000, le CNL il file 700 si tu veux. C'est pas les mêmes ordres de grandeur quoi. Mais le principe fondateur est le même. Mais en fait c'est pour financer des bouquins qui sont soit dans la doxa de l'ère du temps, soit qui sont des recherches scientifiques ultra pointues, poussées, qui en fait n'existent pas. Enfin, je pourrais détricoter ce système pendant assez longtemps parce qu'en fait je suis pas contre la recherche scientifique très poussée, c'est juste qu'elle doit pas passer par ces canaux de financement là, mais c'est pas le sujet du jour, on pourrait en parler une autre fois. Et en fait si tu veux le cœur de l'histoire c'est quand même qu'à la fin on veut te faire passer un espèce de narratif justement très criminogène où il faut pas aller aborder des meufs, il faut pas aller leur parler, etc. En fait, et après on s'étonne que et après tout le monde est là, oh là là, la natalité s'est effondrée, oh qu'est-ce qui s'est passé, putain. ça c'est terrible, putain, ça c'est vraiment infernal. Ouais. En fait c'est un peu ça que j'ai envie de dire aux auditeurs qui écoutent le podcast. Si vous allez dans un parc et qu'il y a une meuf qui est en train de lire ou qui est pas en train de lire, allez, et qu'elle vous plaît, allez lui parler gentiment. Voilà, faites pas les forceurs, soyez pas des empaffés, mais vraiment vous avez vu le niveau de la natalité en France, il est urgent de redresser la barre, donc voilà, prenez-vous en main les gars, je compte sur vous. Est-ce que tu dirais que... Alors j'ai envie de te proposer une transition un peu audacieuse, je reconnais. Vas-y. De l'audace, toujours de l'audace. Tu parlais du CNL, je pense que tu as vu comme moi cette news, et d'ailleurs je crois qu'on avait réagi ensemble dessus, que Philippe Poutou va avoir une reconversion en libraire. Ah oui. Oh putain. Et du coup, oui, j'ai vu passer. J'avais envie de te demander, est-ce que tu penses qu'aller draguer dans la librairie de Philippe Poutou, c'est un bon plan, tu vois ? Est-ce que ça marche ? Oh putain, alors
tu vas frérot, tu vas comprendre l'Empire. Tu sais, le mec a dit, j'y vais avec un Papacito. Vraiment, alors là, ça se passe nickel. Vraiment, franchement, déjà la librairie de Philippe Poutou, à mon avis, ça va être un météore, ça va traverser le paysage. C'est-à-dire qu'en fait, elle va être ouverte lundi, vendredi, elle a fait faillite. En fait, si tu veux, ils ont burné 700 000 de subventions en une semaine, si tu veux. Même OpenAI fait pas ça, tu vois. Ça va être incroyable. Tu crois pas que ça va durer au moins 3 mois, le temps que les fournisseurs soient pas payés? Non mais voilà, c'est ça que je voulais dire. En fait, à mon avis, ça va pas durer parce que si tu regardes non mais attends, je vais dire un truc violent mais qui est très vrai. Le CV de Philippe Poutou est une succession infinie de loses terribles. Cet homme a passé sa vie à échouer partout. Non mais je veux dire, sa scolarité est un échec, sa carrière professionnelle est un échec, sa carrière, il a pas gravi d'échelon, il a terminé en étant politiquement, c'est quand même une réussite. Non, mais non, son best score à une élection, c'est d'être candidat du NFP dans une circo qui était imperdable pour la gauche et de faire quand même 34%. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas été élu, si tu veux. Ça, c'est le best score. C'est-à-dire que même en unissant tous les maboules, les tarés mentaux, les castors, les PNJ les plus mal codés, tu sais, avec des versions non debug depuis 2002, si tu veux, même en unissant tout ça dans une espèce de gros sac poubelle où tu as envie de tirer la lanière pour fermer ça et de jeter ça à Fouera dans la Méditerranée, tu vois. En fait, même en faisant tout ça, t'arrives pas à dépasser 34%. C'est dans une circo qui est en phase terminale de gauchisme, tu vois. Donc, alors qu'il a une aura médiatique nationale que je comprends même pas, en fait, pour être tout à fait honnête. En fait, si tu veux, le truc de Philippe Poutou, c'est qu'il a plus de likes sur les réseaux que de mecs qui votent pour lui dans la vraie vie. Parce que tu sais, c'est du oh là là, il a trop bien mis une punchline au patron et tout. Oui, mais en fait, t'as 14 ans, Titouan, t'as 14 ans, je vais arriver à le dire. Du coup, tu votes pas, en fait. Donc, quelque part, on s'en fout de ton avis, tu vois. En fait, dès que les gens sortent de l'école pour aller ne serait-ce que faire leurs études, ils ont compris que Philippe Poutou, il est un peu fou, tu vois. Il dit un peu de n'importe quoi, tu vois. Il est un peu con, voilà. Et donc finalement à la fin, bon bah ça donne qu'il fait, il a fait combien en présidentiel? 3%, 4%? Ah, je crois que c'était même largement moins que ça. Pour moi, c'était 2%, mais. Putain, il a fait une assino, le frérot. C'est terrible. Alors attends, parce que de qui tu viens de parler là, on risque d'avoir des problèmes après. On va avoir des mecs qui vont nous dire oui, mais quand même, il monte malgré le silence des médias. Vous êtes affilié à la secte Moon pour faire un accord secret avec Philippot pour l'empêcher d'accéder au pouvoir. Bon, attends, je cherche Philippe Poutou score présidentiel. Je n'arrive même pas à trouver l'info en fait. Le meilleur score de son parti de clochard là, c'était Besancenot qu'il avait fait avant. Il avait fait 4,5, je me souviens, ce qui était dangereux. En fait, on a quand même littéralement un parti de fou. 0,77%. Oh putain, ah ouais, il est sous le pourcent. Oh la petite bite. Oh la petite bite. C'est terrible. En fait, j'ai vu un sondage passer cette semaine. Thibaut InShape pourrait faire 6% au présidentiel s'il se présentait là maintenant. Voilà. Donc en fait, quelque part, Thibaut InShape pèse littéralement 7 Philippe Poutou. Voilà, c'est quelque part. C'est assez fort. Ouais, j'avoue que voilà. Dit comme ça fait réfléchir, comme diraient certains sur Twitter. Ça fait réfléchir, exactement. Donc ouais, j'ai vu passer le truc sur Poutou. Alors je sais pas toi ce que t'en as pensé, mais en fait pour moi, quelque part, c'est bien de voir un libraire de gauche qui s'assume comme un libraire de gauche, tu vois. Au moins ça c'est le truc que je peux lui reconnaître parce que bah, la plupart du temps les libraires en fait c'est des Philippe Poutou, mais sauf qu'en fait ils sont masqués, tu vois. Ils disent ah non moi je suis un petit commerçant, je fais des choix, j'ai la main sûre en matière de je sais pas quoi, de littérature, d'essai, etc. Je suis dans le débat d'idées, je suis un pilier de la démocratie et tout. Là au moins c'est clair que c'est un trotskiste subventionné qui est là pour burner du cash et échouer un nouveau truc dans sa vie, tu vois. Donc quelque part au moins c'est cohérent. Non mais le pire c'est moi je pense qu'il va se faire vraiment fourguer pas mal de sous parce que j'ai regardé en fait entre les aides à la création d'une librairie, les aides du CNL, les aides, je crois qu'il a en plus il récupère un vieux bâtiment, donc il y a des aides de l'architecture pour la remise. Il est à Bordeaux, hein, c'est ça? Ouais, mais enfin, je crois qu'il coche quand même un paquet de cases. Et le business plan sur les 2 premières années, c'est clairement je touche des subventions, point. Enfin, tu vois, ouais, et je me paye en subvention, ouais, exactement. Imagine le bilan comptable, tu vois, il y a marqué profit, subvention, dépenses, tout le reste, tu vois, c'est... Non, mais au moins, mais attends, déjà, t'as dit bilan comptable. À mon avis, dans la tête de Philippe Poutou, il n'y a pas de bilan comptable, en fait, si tu veux. C'est-à-dire qu'il y a même pas un Excel des entrées et sorties, tu sais, le truc que tu ferais pour tenir une kermesse quand t'as 8 ans, tu vois. Non, ça, pour moi, c'est déjà hors du scope de Philippe Poutou, en fait. Et en fait, oui, je sais que c'est... Alors, il y a un truc qui est quand même très drôle, c'est que ça, les gens savent pas trop. Mais quand t'es libraire et qu'un client vient passer une commande, t'as pas le droit de refuser sa commande.
Et donc, vous pouvez. Est-ce que tu es en faire train de plaisir. proposer un Voilà. plan maléfique Alors, à tous les gens qui sont à Bordeaux, vous allez voir la librairie de Philippe Poutou et vous commandez de la lourde giberne ou du lourd carmin chez eux, et nous on leur fera des factures sans aucune ristourne. Voilà, comme si tu veux, comme ça on récupérera le cash et vous aurez vos bouquins sans payer les frais de port. Est-ce que quelque part on peut avoir un deal ou comment ça se passe? Attends, tu es en train de me dire qu'en fait tu vas même pas lui laisser sa pauvre marge de 35%? Non, bah en fait, si tu veux, la flemme, déjà que je donne 70% à l'État, si je donne les 30% qui restent à Philippe Poutou, si tu veux, à un moment donné, on va pas s'en sortir. Donc, en fait, 70 plus 35, ça fait plus que 100%. Donc, si tu veux, quelque part, là, il y a un problème. Il y a un paradoxe gauchiste de plus, donc je peux pas le résoudre. Non, mais par contre, j'avoue que ce serait quand même très marrant, ne serait-ce que pour le troll, de se pointer chez Philippe Poutou pour commander tous les bouquins de droite que vous pouvez imaginer. Genre, ce serait excellent. Pour aller les lire dans un parc et vous faire draguer après. Comme ça, on boucle sur le sujet exactement. du jour. Mais rien que. En fait, tu vois, voilà, on est en train de créer un happening dans la librairie de Philippe Poutou. Incroyable. Vous y allez, vous commandez un Éric Zemmour. Vous voyez ce qui se passe, et s'il y a une autre, comme ça va être génial. S'il y a une autre nana dans la librairie qui est en train de rigoler en même temps que vous commandez, c'est un match. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ah putain, alors par contre pour le coup, alors désolé, je vais dire un truc violent, mais la gauchiste à mon avis qui va se fournir en bouquin dans la librairie marxiste de Philippe Poutou, c'est vraiment, alors elle à mon avis c'est le clébard qui mord, hein, si tu veux, genre je pense que vraiment soit en fait elle est comme toi, elle est infiltrée et en fait elle va rigoler, elle va se dévoiler en rigolant, soit en fait je pense qu'elle va littéralement te glapir dessus et te filmer avec son téléphone en disant regardez un fasciste essaye de nous déstabiliser, enfin tu vois, ça va être voilà, vous mettez pas dans la merde, vous êtes pas obligé de demander les trucs les plus hardcore du monde, mais demandez juste la giberne. Voilà, la giberne ça me semble déjà être un très bon ballon d'essai pour voir comme ça Philippe Poutou peut-être qu'il découvrira des choses, peut-être que ça l'inspirera, tu vois, il lira l'hydre, ça lui plaira. Et puis si jamais il vient essayer de comprendre ce que c'est que la giberne et qu'il écoute le podcast, on lui passe le bonjour quand même, hein, parce que c'est un camarade, hein, et puis que nous on est comme ça par ici, hein. Et puis peut-être qu'il aura au moins réussi un truc dans sa vie, c'est-à-dire de s'abonner à ce formidable podcast, tu vois, quelque part. C'est vrai, voilà. c'est vrai. C'est un côté très chrétien, c'est-à-dire qu'il faut jamais désespérer. Tu vois, peut-être que Philippe Poutou va se racheter au dernier moment, peut-être qu'il va se convertir sur son lit de mort, on sait pas, tu vois, tout est possible. Bon, est-ce qu'on peut draguer dans des librairies en général, à part chez Philippe Poutou? Est-ce que tu dirais que c'est un bon lieu, un bon spot? 10 fois plus facile que dans un parc. 10 fois plus facile que dans un parc. Genre vraiment c'est archi easy. Genre vraiment. Quel est le process? Vas-y, explique aux frérots là. Attends. Le parc, c'est le. En fait, en vrai, oui, ça, j'ai pas dit depuis le début. Putain, je sais pas combien de temps de podcast on en est, mais j'aurais peut-être dû le dire avant. 40 minutes, c'est pas grave, t'inquiète. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Putain, 40 minutes, et en fait je vous ai pas dit que le parc c'était la pire idée du monde, parce qu'en fait tout le monde, c'est comme la boîte de nuit, tout le monde y va pour ça, donc en fait quelque part, enfin si tu veux, en fait la meuf elle aurait pu lire le livre chez elle en fait, si tu veux, donc si elle vient le lire au parc c'est quelque part que bon, allez, il y a des gens qui aiment vraiment lire en plein air et tout, mais quand même, tu vois, et donc en fait si tu veux, le parc c'est un peu l'endroit un peu convenu et tout. Le bar, bon, c'est un peu ça, mais c'est quand même déjà un peu moins pire. La librairie, bah déjà t'es vraiment entre connaisseurs quelque part, tu vois, en matière de littérature. C'est un endroit qui est un peu tamisé, c'est un endroit où il y a des rayonnages, il y a du choix. Si jamais vous êtes en train de parler d'un bouquin, bah, vous avez peut-être des chances de le trouver directement dans la librairie. En fait, vous serez pas mal vu à mobiliser des références un peu intello, etc. Vous aurez à peu près la certitude de pas avoir un mec un peu relou qui est juste venu en essayant de faire ce genre, il connaît le bouquin alors qu'il connaît pas le bouquin. Et en plus, si tu veux, ça peut mettre les mecs dans une position qu'ils aiment bien, faut pas se mentir, qui consiste un peu à être l'espèce de prof, tu sais, qui dit ah oui, tu connais ça, mais moi j'avais lu ça, c'est vachement bien et tout, tu vois. Et en fait, il y a une alchimie, tu vois, assez old school, mais qui a fait ses preuves, qui peut se mettre en place. Donc moi, la librairie, je pense que si on doit reconnaître une qualité aux librairies, c'est peut-être qu'il y a des choses à faire de ce côté-là pour justement le réarmement démographique. Ouais, peut-être. Alors peut-être. Écoute, moi franchement. Les bars, moi j'ai tendance à considérer que c'est un des pires trucs du monde parce que c'est bruyant, c'est souvent enfin ça dépend un peu comment c'est fait, mais t'as des bars où honnêtement tu t'entends pas, c'est blindé de gens, t'arrives pas à trouver une place pour t'asseoir, tu te retrouves à côté des chiottes, c'est un peu lourd quoi.
Ouais, en France, parce que si tu vas en Italie par exemple ou en Espagne, etc. Tu sais, en France, on n'a pas cette culture de discuter avec la table d'à côté. Par exemple, quand tu es dans un bar, alors que dans d'autres pays, ça se fait beaucoup plus. En France, c'est limite bizarre. Tu vois, genre hier soir, j'étais avec des amis à un bar et en fait, si tu veux, à un moment donné, on était 5 sur une table de 4 et en fait, du coup, on débordait un peu sur la table d'à côté où il y avait deux nanas, tu vois. Et à un moment, genre, j'ai un pote qui leur dit, bah désolé, on déborde un peu et tout, tu vois. Et en fait, je me suis dit, bah peut-être que on va se retrouver à discuter un peu. En fait, non, genre on a juste dit pardon et après ça s'est arrêté là comme ça. Et c'est en fait, si tu veux, c'est très symptomatique de l'esprit français, tu vois, parce que dans d'autres pays, pour le coup, il y aurait une discussion infinie, quoi. Bref, je t'ai coupé, excuse-moi. Ouais, non mais enfin tout ça pour dire, moi franchement, je trouve que je pense que les parcs c'est mieux que les bars, tu vois. Si je devais faire ma tier list, ça serait dans l'autre sens que toi de ce point de vue-là. Ah ouais. Ah ouais. Okay. Parce que quelque part le parc, si tu veux, tu te promènes, il y a un côté beaucoup plus inconséquent en fait, tu vois. C'est-à-dire que c'est gratuit, tu peux y accéder facilement. Si ça se passe pas bien, bah au pire tu continues ta route et puis tu continues de marcher et puis voilà. Il y a un côté beaucoup. tu vas pleurer dans le parc d'à côté. Non, mais c'est plus décontracté en fait, tu vois. Alors que. Je suis d'accord. Ok. Dans un bar, t'es là, déjà les gens sont, enfin il y a une sorte de pression de la consommation de tiens mais t'en es où ta conso, attends mais il faut racheter un truc, machin, tout ça. En plus ça, tu peux avoir du bruit, du stress supplémentaire, des gens qui passent, machin. Moi je trouve que c'est moins sympa. Mais typiquement, je suis d'accord que les librairies, c'est plutôt un endroit où tu peux ouvrir la discussion, même avec des gens d'ailleurs qui sont pas forcément de ta tranche d'âge. Hein. Tu peux commencer entre guillemets. Oh putain, tu peux travailler de la mamie, c'est bon la mamie. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais en fait, tu vois, moi j'ai l'impression que t'as beaucoup de gars en fait. Quand ils ont envie de draguer, si tu veux, ils activent un mode panique parce qu'ils se disent ah attends, là je pourrais draguer. Mais attends, je suis rouillé, comment je fais pour parler à quelqu'un, j'ai pas l'habitude, tu vois. Ouais. Et en fait, ça c'est un peu le pire truc du monde, tu vois. C'est-à-dire que à la limite, en fait, c'est beaucoup plus intuitif et facile quand tous les jours tu parles spontanément avec 2-3 personnes que tu connais pas. Genre, ouais, alors ça, putain, en fait, dans un rayon de philo, tu discutes avec le mec à côté. Tu dis ah tiens c'est intéressant là, c'est quoi, je connaissais pas cet auteur, machin. Même si tu le connais pas, déjà le simple fait d'avoir l'habitude de temps en temps de parler avec des gens que tu connais pas, ça te détend vachement pour la fois où t'as besoin de parler à une fille inconnue. Je suis 100% d'accord et je vais même filer un pro tips pour engager la discussion dans une librairie avec quelqu'un. Ça c'est le pro tips ultime. En fait, en gros dans une librairie, les rayonnages sont souvent assez étroits et donc la personne sera forcément toujours devant un rayonnage. Et donc repère un auteur que tu connais un petit peu dans le rayonnage qui est derrière ou un truc qui a l'air intéressant. Et tu demandes à la personne de s'écarter pour que tu puisses accéder au bouquin. Et là, après, tu te débrouilles pour engager des discussions. Genre, tu dis est-ce que vous connaissez, ou si jamais la personne lit le même bouquin, ou si elle regarde d'un air bizarre, ou si tu galères à attraper le bouquin, ou si par exemple, genre, le bouquin est hors de portée pour toi et que tu as besoin de demander à la personne de l'attraper pour toi. Enfin, tu vois, il y a plein de manières en fait d'engager le truc. Parce qu'en fait, c'est ça l'avantage aussi par rapport à un parc ou par rapport à un bar, c'est que tu as l'objet qui peut servir un peu de médiateur dessus. Et il est déclinable à l'envie autour de toi. En fait, genre les circonstances, elles sont quand même vraiment favorables. En plus, si vous êtes dans le même rayonnage, c'est que vous avez quand même des centres d'intérêt qui sont, voilà, vous n'êtes peut-être pas à la même sensibilité, mais au moins les centres d'intérêt globaux, ils sont compatibles et ils sont les mêmes. Donc c'est pas mal de ce point de vue-là. Oui, après tu peux aussi imaginer que typiquement quelqu'un qui n'aime pas du tout les mêmes trucs que toi. Ça te donne envie de créer un peu de polémique en disant mais attends, mais qu'est-ce qui t'intéresse vraiment dans ce bouquin là, parce que moi je trouve que c'est moins bien que... tu peux aussi, tu dis ça parce que t'es un mec, mais une meuf ça va la braquer si tu veux, genre oui non mais je sais, tu vois, faut être dosé, faut être feutré, tu vois, là, sur ces trucs là. Je suis d'accord. Après tu peux aussi enfin moi dans la sous-catégorie c'est encore plus niche je crois, mais tout ce qui est librairie d'occasion, je trouve que ça ouvre encore plus de possibilités, parce que tu te balades et entre guillemets tu chines, tu cherches, et du coup t'es pas dans une logique où t'es là pour acheter un livre en fait, tu vois. Genre tu sais que t'es déjà dans une logique un peu de contemplatif, tu vois, un peu je regarde ce qu'il y a autour de moi, tu vois, ça change un peu la vibe. Moi ça m'était arrivé d'avoir une discussion absolument passionnante avec une jeune fille charmante, c'était il y a des années et des années, dans une librairie de livres anciens justement comme ça, et en fait j'ai pas porté mes baloches et j'ai pas pris son numéro avant de partir, voilà. Aïe. C'est le drame. Mais bon c'était il y a très très longtemps, mais en vrai c'était vraiment intéressant parce qu'en fait du coup tu te retrouves forcément à quelqu'un qui s'intéresse un peu au même truc que toi
toi, qui a un peu la même vibe que toi. Et en vrai, c'est là pour le coup, c'est encore plus niche, mais c'est ce que je disais tout à l'heure avec la stratégie du vrai catholique, c'est qu'en gros, si t'es là-dedans et que t'as trouvé quelqu'un là-dedans, bah vous là pour le coup, vous êtes vraiment trouvé. C'est pas juste une rencontre complètement fortuite et tout. Et c'est encore plus intéressant. Puis tu sens que c'est pas quelqu'un qui est là genre parce que c'est cool ou parce que c'est ce qui se fait ou parce que c'est une solution de facilité, parce que c'est vraiment pas un endroit genre spontanément fait pour ça, tu vois. Et c'est pas mal du tout. En vrai, c'est une bonne stratégie. Il faut avoir les bonnes adresses. Si vous habitez pas une grande ville, c'est compliqué, mais si vous habitez Paris, vous avez pas mal de possibilités de ce côté-là. C'est pas mal. Bon, qu'est-ce que tu as comme autre conseil intéressant? Tu veux qu'on parle vite fait de peut-être stratégie de séduction de certains auteurs Victor Hugo. Alors en fait, Victor Hugo, en fait, il n'y a pas vraiment de stratégie de séduction. C'est-à-dire qu'en fait, les meufs venaient chez lui, laissaient leurs cartes pour se prendre une levrette. Non mais c'est pas une blague en plus. Hein. Elles faisaient vraiment ça. Non mais vraiment, en fait, non, mais les gens vont halluciner. En gros, à l'époque, on laissait des cartes de visite. Tu sais, on avait des cartes et voilà. Et en fait, t'avais plein de meufs qui venaient laisser leurs cartes chez Victor Hugo, genre j'aimerais bien discuter avec Monsieur Victor Hugo. Ouais, et après lui, il les prenait par entretien d'une demi-heure si tu veux. Voilà. Et il faisait ses affaires avec ça. En fait, il y avait un mec qui avait fait il y a longtemps, qui avait fait un calcul là-dessus. Je crois que c'était sur Twitter, mais je suis plus sûr. Il a essayé d'estimer le nombre de partenaires de Victor Hugo dans sa vie, et il était arrivé à une estimation. Alors c'était une fourchette, mais qui était tellement vaste qu'il disait en gros, c'est peut-être l'être humain qui a eu le plus de partenaires sexuels consentantes au cours de sa vie, tu vois. Voilà. Donc à méditer. Je sais pas si c'est vrai, mais il y a un chiffre en tout cas qui est important. Et puis après, en plus, t'as le Victor Hugo. Ça, c'est Victor Hugo côté un peu lumineux, si on peut dire, mais t'as le côté sombre quand même, où il avait des rapports tarifés et pas toujours complètement consentis, en tout cas pour les standards d'aujourd'hui, avec ses petites bonnes, notamment à la fin de sa vie, dans les dernières années. Je dis pas tout à fait consenti, c'était pas un horrible violeur ou je sais pas quoi, mais il y a quand même un rapport de domination, un rapport de force qui était assez malsain, quoi. Un rapport de domination, intéressant. Tu es parti dans un délire marxiste là, je sens. Qu'est-ce qui se passe Alors là pour le coup, oui, il y a quand même quelque chose. C'est quand même le bourgeois qui est couvert d'honneur, etc. Et qui est face à une fille qui débarque de sa province, qui a pas de formation académique, qui travaille pour lui. Enfin, tu vois, si tu veux, il y a quand même il y a un côté lutte des classes qui est quand même assez là-dessus. Pour le coup, je suis obligé de le dire. C'est la part sombre de Victor Hugo, quoi, qui est d'ailleurs que ses détracteurs aiment bien mettre en avant ad nauseam. Et il a jamais eu de MST d'ailleurs, ce qui m'a toujours un peu fasciné, parce que vu son palmarès... C'est la grande question. Moi je me suis déjà posé la question aussi, et je me suis dit que peut-être ça se trouve c'était tellement une force de la nature qu'il avait roulé sur les MST, ou alors il se traitait, mais tu sais, il en parlait pas trop, tu vois, parce qu'à l'époque on pouvait se traiter avec des méthodes un peu vénères. Je sais pas, mais en vrai c'est sûr que ça devait être un souci, ouais. Je sais pas, mais vraiment j'ai pas d'opinion sur la question. Et lui, alors, du coup, donc lui, clairement, on faisait la queue pour aller le voir. À l'inverse, la queue pour sa queue, ouais. Il y a pas mal de... Merci pour cette subtilité. Il y a pas mal de types qui ont un peu galéré aussi. Nerval, c'est l'archétype du galérien ultime. Parce que en fait t'as deux types de galériens. T'as le galérien Stendhal qui finit par y arriver quand même, tu vois. Ouais. Genre, en fait, Stendhal il s'est pris quelques énormes râteaux, mais à un moment il a dit cristallisation, et ça a marché. Ouais. En fait, si tu veux, Stendhal c'est vraiment le truc dont je parlais au début sur les mecs qui sont pas beaux mais qui ont du charisme. Tu vois, quand il était jeune, il était pas beau, il avait pas de charisme, ça marchait pas. Et à un moment donné, il a commencé à avoir du charisme, à avoir cette espèce de douceur, de gentillesse, d'intelligence, voilà, tu vois. Et en fait, il y a un truc qui s'est passé. Il y a un moment donné dans sa vie, il a commencé à scorer déjà beaucoup plus. Pas au niveau de Victor Hugo du tout, mais quand même beaucoup plus. Et puis t'as le loser, vraiment le loser total, le Philippe Poutou de la drague. Ça c'est Nerval. Genre le mec. En fait, je me suis déjà demandé si Nerval avait réussi à choper une fois dans sa vie. Je sais pas s'il est pas mort puceau. Non mais c'est terrible. C'est terrible. Voilà. Si une fille vous plaît, allez lui parler. Ne soyez pas Nerval, comme on dit dans le jargon de la philosophie. Oui, mais au moins Emmanuel Kant, il était attiré par les arbres, si tu veux. Donc quelque part, il était pas si malheureux que ça dans son truc. Alors que Nerval, il était attiré par les meufs, mais les meufs, elles étaient pas attirées par lui, si tu veux. Et c'est terrible. Le mec, il a cramé son argent, il avait pas de succès de son vivant, il avait pas de meuf, il avait pas d'enfants. Enfin, c'est genre sa vie, elle est un peu terrible. Ça fait partie des gros losers de la littérature française. Alors que c'est un excellent auteur, je veux dire. Tiens, un très beau texte que tu peux lire dans un parc ou chez toi ou n'importe où, mais tu peux lire Aurélia de Nerval. Ça c'est merveilleux, comme c'est somptueusement bien
écrit, c'est passionnant. C'est un texte qu'il a écrit juste avant de se suicider en plus, donc il y a vraiment le nerval le abouti. Grosse ambiance. C'est incroyable, vraiment. Non mais justement, ça se ressent pas du tout. En fait, il parle de la folie dedans. C'est l'histoire d'un narrateur qui a justement une espèce de folie, mais c'est une folie pas du tout camisole de force et piqûre dans les bras. Non, c'est pas du tout ça. C'est une folie qui est beaucoup plus mystique, stellaire, si on peut dire, un peu connectée aux astres, etc. Avec dans une langue qui est une masterclass absolue et indépassable en termes de style qui coule. En fait, ça te glisse vraiment. C'est très ample, c'est très bien écrit, c'est vraiment somptueux. Et vraiment, je crois que c'est le dernier texte qu'il a fait avant de mourir. Mais vraiment, c'est magnifique. Et c'est très court, ça doit faire même pas 100 pages. Hein. Donc voilà, ça doit se trouver en poche pour 4 balles. Vous pouvez vous faire plaisir, foncez. D'autres propositions, d'autres mecs qui... D'autres propositions ? Ouais, qui pourraient être intéressants dans leur... Je sais pas, attends, je réfléchis un peu dans les... Musset, typiquement, c'était un gros dragueur aussi, je crois. Très gros dragueur. Après, le plus gros dragueur, c'était quand même Maupassant. Ah putain, j'aurais pas vu lui. Ah ouais, Maupassant, mais putain, alors lui pour le coup il est mort de maladie vénérienne. Hein, ouais. Maupassant, c'est terrible. Gustave Flaubert dans sa correspondance, parce que il avait de la sympathie, c'est une figure un peu paternelle pour Maupassant. Et en fait, si tu veux, à un moment donné, quand Maupassant est jeune et que Flaubert est vieux, Flaubert écrit à une troisième personne, je sais plus qui, en disant « Ce gamin me désespère, il a beaucoup de talent, mais il le gâche. » Et il termine avec une tournure que je vais pas reciter exactement de tête, mais c'est un truc où il dit, en gros, les draps de la moitié des filles de Paris sont encore trempés mouillés de sa transpiration. Voilà. Et en fait, il avait un nombre absolument prodigieux de maîtresses et de rapports charnels, et ça l'a flingué, hein, parce qu'il a chopé toutes les MST qui étaient en vogue à l'époque, et ça a dégénéré en neurosyphilis. Tu sais, c'est quand la syphilis est en stade terminal, ça fait des trous dans le cerveau et tout. C'est un cerveau de crackman en fait à la fin. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Oh là là, la grosse ambiance que tu nous mets là, c'est incroyable. Voilà. Donc, mais tiens, tu vois, Belle Amie, c'est le bouquin Tarte à la crème que tu lis dans un parc, tu vois. Ça pour le coup. Oui, ça, on est d'accord. Alors que en fait c'est marrant parce que c'est un bouquin qui finalement est assez macho dans son approche, mais comme il s'appelle Belle Amie, si tu veux, il a ce petit côté un peu où ça passe. Alors que tu vois, Pitié pour les femmes, c'est macho, mais comme ça s'appelle Pitié pour les femmes en plus, si tu veux, il aggrave son cas, le mec, quoi. Non, c'est vrai que Belle Amie, il est très lu, même tout ce qui est lycée, tout ça, tu l'as régulièrement dans les programmes. Moi c'est au lycée qu'on me l'avait refourgué, ouais, exactement. Et pourtant, c'est vrai que c'est quand même un bouquin qui est quand même assez dur, quoi. Enfin. Ouais, qui repose beaucoup aussi sur des équilibres de pouvoir qu'il y avait à l'époque de Maupassant et que nous on peut se représenter, mais qui sont pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui. Je pense typiquement au rapport exact entre la presse et le pouvoir, où ils font beaucoup plus jeu égal dans la Troisième République, alors qu'aujourd'hui la presse est complètement inféodée, c'est littéralement des laquais à qui le gouvernement jette une subvention pour qu'ils disent ce qu'ils ont envie de dire, quoi. Enfin, s'ils ont envie de leur faire dire. Donc c'est pas tout à fait le même rapport de pouvoir, tu vois. Aujourd'hui on verrait pas trop un journaliste devenir un grand homme politique, tu vois. Éric Zemmour peut-être. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y en a un qui a essayé, mais en fait, tu vois, quelque part c'était anachronique presque. Alors que en fait, au début du XXe siècle, tu vois, quand t'es un homme politique et passer au journalisme et puis revenir à la politique, puis tu vois, comme Clémenceau, bah ça se fait beaucoup plus facilement, et voilà. Et donc c'est marrant parce que c'est un bouquin qui est perçu comme étant très très, très d'actualité, alors que finalement il l'est, mais il n'est pas autant que ce qu'on pourrait dire, quoi. Voilà. Je me demande si par certains égards, c'est pas aussi parce que quelque part le métier de journaliste c'est beaucoup précarisé en fait. C'est-à-dire que... il était précaire avant. Hein. On regarde à l'époque de Maupassant, tu n'avais même pas de carte de presse. C'est-à-dire que tu n'avais même pas de statut officiel du journaliste. Et avant 1881, tu peux avoir des délits de presse encore. Donc si tu veux... Et puis tu peux te faire flinguer, comme le patron du Figaro, la Calmette, qui s'était fait flinguer par la femme de Caillot en 1914. Donc si tu veux, en fait... Le métier de journaliste, ça a toujours été un métier de pute littéraire, en fait. Ça a toujours été un métier en gros, on te fait dire ce que les puissants veulent que tu dises. C'est l'archétype de l'écriture de commande, en fait. Et c'est ce que tu vois dans Les Jours perdus, d'ailleurs. Bah, en fait, le plus souvent, quand il y a des articles qui sortent, à part pour quelques faits divers ou quelques trucs qui sont vraiment peut-être juste... c'est obligé d'en parler. Globalement, tout le reste, c'est de la commande, quoi. C'est de la publicité qui porte pas son nom. Ouais, fait.
mais même quand il te parle de faits divers, la tournure, tu vois, souviens-toi de l'affaire de Crépol. On avait des articles il parlait de Crépol parce qu'il pouvait pas ne pas en parler, mais il te mettait des articles du genre ça fait le miel de l'extrême droite, c'est manipulé par l'ultra droite, la strato-giga droite sur les rangs après Crépol, enfin etc. Pour occulter l'histoire quand même que c'est littéralement un crime racial commis par une immigration maghrébine et extra-européenne incontrôlée et qui a débouché sur quand même c'est une histoire absolument tragique et horrible dont on aurait dû tirer des leçons beaucoup plus claires et beaucoup plus nettes et les journalistes ont joué leur rôle d'écran de fumée et de brouillard autour de ça, voilà. Ouais. Est-ce que tu as encore un dernier conseil peut-être à nous proposer pour les jeunes qui nous écoutent, hommes et femmes peut-être? Un conseil de lecture pour aller lire dans un parc ou un conseil de lecture tout court? Un conseil de lecture tout court. Oh là là, mais ça, c'est compliqué parce que je suis toujours en train de lire plein de trucs. Écoute, tu sais quoi, je me suis replongé il y a pas longtemps dans Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. Tu vois ce que c'est ouais. Je vois ce que c'est, mais je l'ai pas lu. Donc, c'est parce que c'est pas souvent que je dis du bien d'un bouquin contemporain. Et c'est un pavé, hein, ça fait 600 pages, mais c'est vraiment bien. C'est pas mal écrit du tout. Les galeries de personnages est vraiment intéressante. Si vous avez vu le film, c'est assez proche, hein, en termes même très très proche en termes des rapports entre les deux. Mais c'est vraiment, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'était une bonne surprise. C'était un bouquin d'un auteur contemporain. J'en attendais pas forcément tant que ça la première fois que je l'avais lu. Et en fait, ça m'avait laissé un bon souvenir et je me suis replongé un peu dedans là. Et c'est cool. Vraiment, c'est cool. Bonne ambiance. Donc allez-y. De toute façon, il a eu le Goncourt, je crois, en 2014, si je dis pas de bêtises sur ce bouquin. Donc voilà. Je termine en citant un truc un peu plus récent que tout ce qu'on a dit avant. Ok, moi pour ma part, et toi, j'aurais tendance à suggérer aux hommes de lire plutôt de la poésie, dans l'hypothétique cas où ça pourrait vous inciter, à vous incliner à avoir une... Apprenez de la poésie à ce moment-là. Genre apprenez quelques poèmes, apprenez du Apollinaire, apprenez du Baudelaire, apprenez du Rimbaud. Ça sera à mon avis un élément que vous pourrez peut-être replacer. Ça peut servir. Voilà, cette vision très utilitariste qu'on retrouve toujours chez le hussard de la poésie, de l'art, de la littérature en général. C'est vraiment très désagréable. Et tu sais que j'ai déjà utilisé du Baudelaire en entretien d'embauche, no fake, hein. Parce que j'étais tombé justement sur quelqu'un qui avait en face de moi dans l'édition, tu sais ça, voilà, et qui était une grande amatrice de Baudelaire, et on avait parlé de Spleen de Baudelaire, et voilà, c'était très j'étais très content de l'avoir appris par cœur, tu vois. Ça m'a peut-être permis de payer mon loyer. On ne sait pas. Et pour les femmes, je conseillerais bien la lecture, si jamais d'aventure vous ne l'avez pas lu, de Belle du Seigneur, parce que j'en ai pas parlé alors que j'adore ce bouquin. Oh putain, est-ce que je vous ai parlé de Ayn Rand? Non, mais pour une fois ça s'y prête. Excuse-moi, mais oui, je crois que ça s'y prête pas mal. Il y a un petit côté macho, il y a un petit côté romantique, il y a un petit côté... Il y a un gros côté macho et un petit côté romantique. Excuse-moi de le dire quand même. Mais... Bon, d'accord. Dites-vous que ce livre a ébloui Mona Chollet, qui en a gardé une sorte de PTSD qui la suit jusqu'à aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Moi, j'avais lu son bouquin Réenchanter l'amour. Elle passe plus d'un chapitre à parler de Belle du Seigneur en expliquant que Cohen l'a ensorcelée et qu'elle trouvait ce bouquin trop bien et que ça l'a rendu romantique et que c'est à cause de ça qu'elle s'est fait avoir par le patriarcat. Enfin bref. Putain, incroyable. Pour cette histoire-là, allez lire ce bouquin parce que... Ah, j'avoue là-dessus, tu l'as super bien vendu, parce que effectivement, en fait, on devrait mettre un bandeau, le livre qui a traumatisé Mona Chollet, si tu veux, et on le market comme ça. C'est vraiment, si les éditeurs avaient des balls, c'est le genre de truc qu'ils feraient. Ouais, bah écoute, au passage, j'avais fait une critique de ce bouquin Réinventer l'amour, qui doit encore exister sur ma chaîne YouTube. Si jamais les gens sont curieux, vous pouvez aller écouter ça. J'avais fait l'effort de bien l'écrire, donc c'est assez croustillant. En fait, ce qui est fascinant avec toi, c'est quand même que tu fais l'effort d'écrire. Mais en fait, on pourrait dire la même chose pour moi quand je parle des mauvais bouquins, mais on fait l'effort d'écrire. Mais moi encore, il y a un côté gouailleur, limite un peu ordurier, alors que toi, c'est vraiment le côté genre, c'est aristocratiquement bien écrit sur des bouquins qui ont été pondus.
en fait par ChatGPT à l'époque où il n'y avait pas de ChatGPT. Donc autant dire que c'est un caillou qui a écrit le bouquin et c'est vraiment pourri. Tu veux dire un écrivain fantôme Ouais. Dis le terme. Non, mais en fait, parce que je pense qu'en l'occurrence, là, si tu veux, c'est absolument pas. Enfin, moi, je pense pas que ce soit elle qui a écrit le bouquin. Tu penses pas qu'elle a écrit ses bouquins? Je sais pas. Pour le coup, moi, je pensais qu'elle écrivait elle-même. J'en sais rien. Oh, je sais pas, mais franchement, c'est un peu, tu sais, cette écriture féministe automatique là, avec des espèces de petites blagounettes, un petit côté très prétentieux, un peu donneur de leçons tout le temps, qui essaie d'être cool, tu vois, mais qui est jamais vraiment cool en fait. Tu sais, c'est la trentenaire insupportable qui donne son avis sur tout. Et là, pour le coup, je te dis ça, elle a plus de 30 ans. Mais il y avait un passage qui m'avait fait hurler de rire. C'était celui où elle essaie de décrire une relation qui serait déconstruite comme étant, en gros, une paire de pantoufles. Et elle te disait, c'est super, ça me rappelle une paire de pantoufles que j'ai achetées, elles sont confortables quand je mets mes pieds dedans et tout. Et t'es là, tu fais, mais qu'est-ce que tu nous compares des trucs? Bien sûr que Albert Cohen, il va t'ensorceler en fait, parce que Albert Cohen... Parce que lui, c'est pas des pantoufles, c'est des Santiago en fait. Voilà, il te parle pas de pantoufles en fait. Albert Cohen, si tu veux, il est capable de te claquer 900 pages de texte sur un amour absolument solaire, tu vois, c'est ça la réalité. Et donc, bien sûr, toi, t'arrives et tu essaies de vendre quoi? Des espèces de pantoufles achetées chez en fait, Chaussea ou je sais pas. Enfin bref, non, mais c'est nul. La meuf est une Philippe Poutou mentale. C'est ça en fait la vérité du truc. C'est qu'en gros, c'est à partir du moment où ton idéal amoureux c'est une paire de pantoufles, je veux dire, t'as déjà perdu le game en fait. Est-ce qu'on a besoin de détailler plus que ça? Déjà, tu n'as pas d'idéal en fait. Ouais, tu n'as pas compris le concept d'idéal en fait, c'est ça parce que c'est. Non mais bon, bref, c'est terrible. Allez, on va pas refaire le procès Mona Chollet. Est-ce que tu veux reparler vite fait de la Giberne avant de clôturer? Alors oui, parce que très bon truc que vous pouvez lire. Alors en librairie c'est compliqué d'aborder avec la Giberne puisque malheureusement les libraires sont des bolcheviks, mais Karma aussi c'est compliqué parce que nos présences en librairie sont toujours âprement négociées. Nous on a énormément de commandes de libraires là depuis le début de l'année. Moi aussi j'en ai quelques-unes, ouais. Mais par contre, c'est des commandes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des gens qui se sont pointés, qui sont allés à un guichet, qui ont dit bonjour machin, je voudrais tel bouquin. Là, il faut imaginer une petite libraire au doigt boudiné qui tape à 2 à l'heure sur un clavier et qui fait oh putain, oui, alors c'est pas là. Disponible, je vais regarder sur Dilicom et hop, voilà, bref. Et donc. Attends, tu veux que je te raconte un truc? C'est que j'ai quand même une libraire qui m'a commandé un premier bouquin. Ouais. Je lui dis bah écoutez, je peux pas vous faire de remise pour un bouquin. Par contre, on fait des remises à partir de 5 bouquins. Donc en fait, prenez-en quelques-uns et mettez-les en vente. Et en plus, y a pas de souci quoi. On fait une remise. Et alors elle m'a dit non, fais pas de remise. Vous imaginez si tout le monde fait ça? Bah, ok, je lui dis ok, très bien. Du coup, je te facture plein pot. T'as fait ta vente à perte. Parce qu'en fait, concrètement, elle s'est bouffé des frais de port. En fait, à la fin, elle a perdu de l'argent pour servir cette commande. Tant pis pour elle. Elle revient 2 semaines plus tard avec une commande avec un autre bouquin, mais toujours du catalogue. Je lui dis, vous vous rendez compte, ça fait déjà 2. Bon, ok, pareil, pas de remise, etc. Elle le fait à perte. 3e fois, elle revient avec le même bouquin que la première fois. Je lui dis, vous vous rendez compte là, en fait, si vous m'aviez pris 5 bouquins, vous en auriez déjà écoulé 3 et vous auriez eu votre marge dessus. Et là, elle m'a pas répondu. Donc, si tu veux, les libraires sont des gens qui vivent dans un autre monde, si tu veux. Genre, c'est complètement lunaire. Et moi, je comprends en fait que les diffuseurs ils prennent 20% en vrai, hein, parce que ça me semble pas cher payé 20% pour parler avec ces hurluberlus en fait, c'est quand même quelque chose de difficile. Donc bref, vous pouvez pas trop le faire en librairie avec la Giberne. En revanche, allez lire dans un parc avec ces superbes couvertures avec des tons beige, rouge et ces petits aplats de noir. Franchement, normalement, vous allez attirer l'œil. C'est un petit bijou que vous mettez entre les mains, un bijou stylistique et un bijou de fabrication. Donc quelque part, n'hésitez plus, www.lagiberne.fr. Voilà, magnifique. Voilà, bah écoute, merci pour ce moment de discussion qui était, j'espère, très profitable aux gens qui nous écoutent et qui va peut-être relancer la démographie. Tu vois, si jamais la natalité remonte de 0,1% l'an prochain, on pourra dire c'était nous. Tu vois, c'est... Ah ouais, alors d'ailleurs, si vous appliquez les conseils qu'on a donnés ici et que vous trouvez quelqu'un et que vous vous mariez, bah vous nous invitez en fait. On viendra, oui, c'est vrai, ouais. on viendra à votre mariage et on sera ravis de partager votre bonheur. Voilà. Taguez en dessous de la vidéo ou sur Twitter pour nous dire que vous avez trouvé grâce à nos conseils et puis ensuite le mariage s'organise. Ouais. Il y avait une histoire de ouf comme ça sur YouTube. Tu sais, c'était un mec qui avait fait une vidéo ça s'appelait genre être moche, mon expérience de la vie. Et en gros, le mec racontait qu'il était moche, etc. Et il y avait une meuf dans les commentaires qui lui avait dit en vrai, sans rigoler, je te trouve plutôt mignon. Et donc après, ils s'étaient rencontrés. Et après, ils s'étaient mis ensemble. Et après, ils se sont mariés. Et maintenant, ils ont un gosse. Voilà.
Comme quoi, Genre, tout est en fait, possible. Comme Tout est quoi, tout est possible. possible. Donc peut-être qu'on va avoir la magie d'Internet qui va se mettre en place. Voilà, en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Voilà, j'en profite pour rappeler vite fait qu'il y a aussi une campagne Scruton en cours de route avec du beau, de l'esthétique, de l'art, de Ça la manque, philosophie, des réflexions un peu profondes et ténébreuses sur mais qu'est-ce qui fait le sens du pourquoi. Est-ce que on peut parler du visage de Dieu, du visage de la terre, du visage de l'architecture. Enfin bref, des choses comme ça. J'en ai fait un petit fil Twitter aujourd'hui dans des conditions absolument déplorables parce que j'avais un Wi-Fi qui coupait toutes les 5 secondes, c'était insupportable. Mais vous avez un truc... T'étais au shot de ton entreprise, c'est tout ce que t'es en train de nous dire. Non, en fait, absolument là, pas. Et en l'occurrence, donc vous avez toute une réflexion sur le visage comme intermédiaire pour comprendre le pourquoi des choses. Donc voilà, allez lire ça, c'est gratuit puisque c'est sur Twitter. Et puis si vous êtes intéressé, curieux, vous pouvez aller lire les 2 exemplaires qu'on est en train de traduire sur la page Tipeee. Donc c'est très belle le page, lien qui est en très belle dessous, page, très complète. en description Voilà. si jamais... Je mettrai le lien, ne tirez plus, don't shoot me. Si vous regardez ça sur YouTube, vous avez le lien en dessous. Si vous regardez ça vous écoutez ça sur Spotify ou Deezer, etc. Voilà, bah, vous tapez Scruton, Carmin Tipeee, vous allez trouver en 3 clics. Ou alors vous allez voir la vidéo sur YouTube et vous aurez le lien dans la description de la vidéo. Ou voilà. alors, ne tirez pas, je me rends. Pro tip, vous pouvez aussi passer sur édition-carmin, etc. Et vous avez en fait les 2 couvertures des Scruton. Ils sont marqués en rupture de stock, mais si vous cliquez dessus, normalement, il y a un lien Tipeee qui traîne sur la page. Voilà. Pour info. Ouais, c'est exactement. Oui, donc tu as raison, les gens peuvent faire ça. Bon, et bah écoute, on leur a donné plein de bons conseils de lecture. Si là ils trouvent pas l'amour et ils trouvent pas la sagesse, quelque part c'est des Philippe Poutou, hein, on peut plus rien pour eux. Exactement. Et bah à la semaine prochaine et merci à tout le monde. À la semaine prochaine, salut.